Alors je vais excuser sur la table ronde Maître Iris Christol, qui ne pourra pas être présente avec nous cet après-midi, puisqu'elle est retenue au tribunal de Montpellier, hein, je crois que c'est ça. Donc on va parler dans cette dernière partie de la prévention du coup quaternaire, comment un système peut faire de la prévention. Et du coup, dans cette partie, on va parler de la famille avec Wayne Bodkin, qui est docteur en psychothérapie et qui travaille sur Montpellier, de l'Église avec Mathias Poitot, psychologue au CRIAVS ARA à Lyon. Pour le côté sport, Olivier Coste, qui est médecin conseiller à la Dragesse Occitanie de Montpellier. Et malheureusement, j'excuse Iris Christol, qui devait nous parler un peu du côté judiciaire. Donc on va peut-être commencer... alors je ne sais pas si j'ose commencer par Wayne. On commence par Wayne. Ah, d'accord. Tu te présentes, Ève? Tu veux que je te présente? Oui. Bon. Alors du coup, je vous présente Ève Montalti, qui est psychologue au CRIAVS, et c'est elle qui va mener un peu cette table ronde avec nos intervenants, qui va aussi tenter de respecter le temps, que nous n'avons pas du tout respecté jusqu'à présent. Donc je laisse la parole à Ève et puis à Wayne. Peut-être micro. Son PowerPoint, donc... D'accord. Ève, je te laisse la parole. Du coup, je ne sais pas si tu veux te rapprocher ou avoir un micro. Non, mais peut-être que je conclurai plus que j'introduirai. J'ai changé d'avis. Je vais laisser Wayne présenter le temps qu'il fasse. Qu'est-ce que j'avais envie de dire avant, le temps que le PowerPoint se mette en place, c'est ça? Il faut que je fasse ça. C'est que... Est-ce que tu peux t'installer là? Excusez-nous, hein. Est-ce que tu peux t'installer là, comme ça je vais... Comme ça je vais me mettre sur... Je vais télécharger. C'est 16h30. C'est l'heure du... C'est l'heure du dysfonctionnement? C'est ça. C'est l'heure du dysfonctionnement. Donc tu trouves Wayne et je mens. Alors qu'est-ce que j'avais envie de dire? On a pensé la journée en dépliant la question de la prévention. Et donc on s'est dit qu'on allait finir par un quatrième type de prévention, qui était la prévention sur les systèmes, les organisations, les institutions. Alors moi je suis assez attachée à la question de l'institution. On peut penser quand même une institution, entre autres, une des définitions de l'institution, c'est un ensemble de règles dans une organisation qui fonctionne plus ou moins bien, avec des pratiques communes, une idée commune. On a tendance à penser à l'institution familiale, c'est pour ça qu'on a invité Wayne à parler de cette histoire-là de l'institution. On pourrait parler de l'institution sportive, de l'institution médicale, de l'institution judiciaire, de l'Église, parce que l'Église et l'armée, ça avait quand même été suscité par Freud, un certain nombre d'éléments sur la question de l'institution. Et si on pense à l'institution avec des pratiques et des fonctionnements, on peut penser aussi à l'institution comme ayant des pratiques ou des organisations favorisant peut-être la mise en place d'éléments violents, ou favorisant leur maintien, ou favorisant des éléments qui permettent que c'est difficile à évoquer, que ce soit la question du secret, de la proximité, de la difficulté à avoir des distances entre... J'aime bien. Des distances entre adultes et enfants. Plusieurs éléments comme ça qui font que des fois, on a eu suffisamment écho de situations où ça maintient des situations de violence et de violence à caractère sexuel et sexiste. La question de l'intimité, de la pudeur aussi, y compris dans des institutions qui s'occupent de tout petits. Donc, on a essayé de se demander comment on pouvait prévenir dans ces systèmes-là, soigner, prendre soin de ces systèmes-là, faire de la prévention dans ces systèmes pour que des fois, peut-être, ces pratiques, ces façons de penser les systèmes puissent, en tout cas, au lieu de freiner, on va dire, le dépistage ou la révélation de violences subies ou agies, et en tout cas de pouvoir faire une action directement sur les systèmes, ou ce que parlait ce matin Cécile Niel, des différentes capsules comme ça qui se mettent autour d'une communauté et d'un système pour que ça fasse vraiment des effets de prévention. Donc c'est ce quatrième type de prévention. Je vais laisser Wayne débuter sur, on va dire, l'institution familiale, oui, et voir ce qu'on peut faire pour, avec ces témoins-là, agir. Merci Wayne. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici, merci pour l'invitation.
j'ai fait quelques slides, mais malheureusement, on n'arrive pas à te connecter ou de recevoir. J'ai envoyé, mais bon, c'est pas arrivé, donc il n'y a pas beaucoup de toute façon. Je voulais parler de le travail que je fais avec les CRIAVS depuis un moment maintenant, en particulier avec la prise en charge des familles des auteurs. C'est un travail qu'on fait ici depuis 2012. Et c'est avec une approche systémique familiale. Je travaille particulièrement avec Magali, avec Céline aussi, et Mathieu Lacambre, toute l'équipe de CRIAVS, qui étaient tous, presque, je pense, étaient formés en l'approche systémique. Je pense que c'était important que les gens comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment ça fonctionne. Donc, il y a des journées de sensibilisation dans cette approche. D'ailleurs, il me semble qu'on propose ça aussi au CRIAVS dans le livret, le catalogue de formation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, on peut aussi... Ah, ça y est, super. D'accord, super. Et donc, voilà. Donc, je voudrais... je vais là. Voilà. Je peux mettre en présenteur ou pas? Parce que j'ai mes textes. Ou pas? Non? Non. Non. Bon. Oui, ok. Donc, si on passe à la prochaine diapo dans ces cas-là, on a commencé, comme je dis, 2012. Et il y a un témoignage qui était très poignant souvent quand on écoute ces familles. Souvent, les familles, on dit, ben, ils tombent vers qui? Ils ont un membre de la famille qui vient d'être souvent arrêté. Hein, c'est le système judiciaire, soit en détention, souvent, ça dépend de la situation. Mais néanmoins, si je peux vous inviter juste à réfléchir une seconde, l'impact sur une famille quand il y a un membre, un frère, une sœur, une mère, un père, un oncle, je ne sais pas qui, où la gendarmerie, la police arrivent souvent tôt le matin pour faire une arrestation. Quel impact ça a sur les autres enfants, sur la famille? Et donc, je voudrais vous simplement livrer juste un petit extrait de notre première rencontre, la première famille qu'on a vue. Le maman, 50 ans à peu près, en larmes. Et on a mis la famille ensemble. Il n'y avait pas l'auteur parce qu'il était en détention. Et on a commencé en disant, ici, c'est à l'hôpital CHU, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez nous poser d'abord, avant qu'on commence de travailler? Et la maman a dit, comment ai-je pu donner naissance à un monstre? Première question. Pouvez-vous nous aider à comprendre et à ne pas rester seul face à notre douleur? Ensuite, il y a le fils aîné, qui avait 14 ans à peu près, qui a dit, est-ce que c'est génétique? Génétique. Pourrais-je faire la même chose un jour? OK. Et après, il y avait le fils cadet qui était à travers un peu des sièges avec le pied, la jambe qui était comme ça, qui était très ému et qui a dit moi, je ne comprends rien. Personne ne me dit qu'est-ce qui se passait. La seule chose que je sais, c'est juste que j'aime mon frère et qu'il me manque. La souffrance qu'on y trouvait dans ces échanges était tellement complexe, mais aussi ça montrait la dynamique dans la famille à ce moment-là, l'ampleur de ces échanges. Et donc chaque membre de la famille est pris dans un tourbillon de culpabilité, de honte, plein de choses qui étaient là, des questionnements, qui en fait, à la maison, ils ne parlaient pas. Il n'y a pas des échanges. C'est la première fois qu'ils ont parlé, c'était avec nous. Je ne vais jamais oublier, c'était vraiment intéressant. Et ils parlent de la douleur, ces questions, et ils étaient à la recherche des repères. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on
on dit comment ça fonctionne. Peut-être parmi vous, il y a certains qui ont entendu parler de l'approche systémique. Qui connaît l'approche systémique, a entendu parler? Oui. Ah, il y a pas mal. Mais il y a beaucoup, je vois bien, peut-être moitié au moins, qui n'ont jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'on parle? L'approche systémique, c'est ancien, hein, c'est date des années 50 en fait. C'était une approche où on voit les familles comme un système. Un système, et dans ce système, il y a le sous-système. Le système, c'est comment ça fonctionne dans la famille, et le sous-système, par exemple, c'est les parents. C'est un sous-système. Le fratrie, il peut avoir un autre sous-système, et comment tous ces systèmes interagissent entre eux. Et donc, nous, avec les séances TFS, thérapie familiale, il y a des moments symboliques très forts. Ben, les gens disent, mais comment vous travaillez avec quelqu'un qui est incarcéré? C'est une vraie question. Hein? Cette famille-là, le frère a été détenu. Donc, on utilise des chaises vides qui représentent le membre incarcéré. Et surprenant, je me dis, mais ils sont fous, ces psys. Chaise, c'est une chaise, c'est pas. Mais en fait, on projette vraiment rapidement, croyez-moi, à la personne, au point que les gens regardent les chaises quand on parle de le frère. Ils regardaient, la famille regarde, et ensuite, les familles disent oui, mais. Et nous, on pose des questions, on dit qu'est-ce qu'il va dire ça? Vous venez de dire quelque chose, comment il va répondre? Qu'est-ce qu'il va. Et il est inclus, il est très présent, vous voyez ce que je veux dire, dans les séances. Voilà. Donc, 3 thérapeutes étaient présents dans les premières séances. On est 2 thérapeutes la plupart du temps, mais on est souvent des étudiants qui prennent des notes. Et quelquefois, on peut avoir un 3e thérapeute, un collègue qui suit, qui prend des notes et qui travaille aussi avec nous. Parce qu'au milieu de notre séance, on fait une pause, toujours obligatoire. Et à la pause, on échange et on dit à la famille de partir. D'être d'eau, boire un café, voilà, et parler entre eux. Et nous, on parle. Qu'est-ce qu'on est parlé? Ben, on a eu une famille hier après-midi, et on a échangé, et je dis à Mag, moi, j'ai trouvé vraiment, ces familles étaient... je m'endormis. Ils étaient en train de... Vraiment, j'ai bien dormi, j'étais en forme. Mais cette première partie de séance, c'était lourd. Et Mag me dit, moi aussi, je suis en train de bailler. Elle me dit exactement la même chose. Et on avait 2 étudiants avec nous, qui ont master 2, hein, c'est ça, oui, qui étaient là. Et on pose des questions à ces étudiants. Et vous avez senti quoi? Et les étudiants disent, oui, nous aussi. Oh, ça nous a choqué au point qu'on n'arrivait pas de continuer de prendre les notes. Donc je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette séance? Pourquoi il envoie cette chose? Qu'est-ce que la famille, là, est en train de nous faire, de nous envoyer? Et donc, quand ils sont revenus, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont revenus, qu'est-ce que vous avez parlé? Ils ont parlé de, je ne sais pas quoi, le café, un sortie, c'était assez banal. Et ensuite, et vous avez parlé? Oui, chaque fois. Nous, on a trouvé que c'était vraiment ennuyant. C'était, on est endormi, quoi. Et là, boum, il a commencé de parler et une sorte d'agression, pas agression, une sorte de colère. C'était plutôt une colère qui est sortie du père et de la mère, et c'était très intéressant. Et je suis absolument persuadé que si on n'est pas livré ça qu'on a senti avec cette pause après, rien va être dit. Il y avait des enfants présents aussi qui écoutaient et qui étaient participés. Et ça a révélé beaucoup de choses qui vont nous aider pour les séances qui vont suivre. Je partage ça juste pour un exemple. Donc, les objectifs, c'est quoi? Les objectifs, c'est que, principalement, c'est que les gens peuvent exprimer le douleur sans être réduits, en revanche, à un statut de victime ou agresseur. Ça, c'est important. On reconstruit une identité familiale en transformant les relations, en prendre conscience des mécanismes transgénérationnels, aussi souvent refoulés, qui peuvent influer sur le comportement.
On sait que quelque part, il y a un grand-père, un arrière-grand-père, quelque chose est arrivé, personne part dans la famille secrète, et on voit bien que ça continue d'impacter aujourd'hui les familles et les enfants, les arrière-petits-enfants, etc., etc. C'est très intéressant, les choses dans les familles et dans ces fonctionnements. Et nous, on regarde ces éléments-là. Donc, c'est quoi les défis et les solutions qu'on propose? Donc, d'abord, dans ce contexte d'agression sexuelle, ça demande un cadre très strict, sécurisé, vous pouvez imaginer, et volontairement accompagné par des professionnels expérimentés. Les principaux défis incluent d'équilibrer les alliances familiales pour éviter qu'il y ait une stigmatisation. Ève a très clairement dit, un adolescent, c'est un adolescent. Et quand nous, on voit une famille, bien sûr, il y a eu un passage à l'acte de quelque chose. Mais c'est aussi les êtres humains. Et il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe et comment ils fonctionnent, comment ils étaient construits dans cette famille. Toutes nos familles ont eu cet impact énorme sur nous, chacun de nous. On n'échappe pas les familles quelque part. Et donc, on travaille, bien sûr, en collaboration étroite avec différentes institutions judiciaires et sociales. Malheureusement, notre collègue Iris Christol, le bâtonnier à Montpellier, ne peut pas être là, mais on travaille en étroite collaboration avec elle, par exemple, et beaucoup d'échanges avec le fac de droit, etc. On travaille aussi de prévenir les répétitions de violences, tout en maintenant un espace de dialogue. Cette thérapie, je pense, on offre un espace qui est unique de transformation, où la douleur, bien que c'est indéniable, devient un levier pour avancer. Dans un contexte où la sexualité a été associée à la souffrance, parce que c'est ça le message aussi qui est très important. Le TFS, cette thérapie familiale, aide à redonner un sens aux liens familiaux, en leur permettant de se reconstruire durablement. En somme, grâce à ces dispositifs, les familles peuvent espérer retrouver un équilibre et un cadre de vie plus apaisé. Pas la perfection, parce que ça n'existe pas, mais on essaie d'améliorer les choses. Donc, la thérapie familiale peut aider les auteurs et les familles des auteurs des agressions sexuelles. Mais elle doit être abordée, et j'insiste, avec prudence, avec professionnalisme et dans un cadre hautement structuré. Cette thérapie se concentre sur les plusieurs aspects clés. J'ai déjà parlé de la responsabilisation et prise de conscience. La thérapie familiale n'excuse ni ne minimise la gravité des agressions, on insiste. Elle vise plutôt à aider l'auteur à assumer la responsabilité de ses actes, à comprendre le dommage causé et s'engager à prévenir des futures agressions. Comprendre et rompre les cycles de violence. De nombreux auteurs d'agressions sexuelles ont un passé traumatique. On est entendu aujourd'hui avec ces chiffres qui sont énormes, et je confirme, c'est ça qu'on voit au niveau clinique, entre 30 et 50% des auteurs étaient eux-mêmes victimes. Ce n'est pas pour s'excuser ça qu'ils ont fait, mais il faut qu'on rende compte, c'est énorme. C'est énorme. Et eux, ils n'ont pas demandé d'être victimes non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est important. La thérapie familiale aussi aide à mettre en lumière ces schémas en traitant des problématiques sous-jacentes telles que le manque de contrôle des impulsions, les croyances souvent erronées sur les relations ou le traumatisme non résolu. Restaurer des dynamiques familiales saines. Les agressions sexuelles perturbent souvent les rôles familiaux, les limites, la communication. Les thérapies, on essaie de réétablir ces limites pour prévenir des nouvelles agressions. Faciliter une communication sécurisée entre les membres de la famille. Soutenir les victimes, bien sûr, dans l'expression de leurs besoins et de leurs émotions. Et offre un système de soutien. La famille,
si elle est prête, attention, il faut qu'elle est prête, hein, qu'elle est en sécurité pour participer, peut servir de système de soutien. La thérapie permet d'éduquer les membres de la famille sur la manière de tenir l'auteur responsable, développer l'empathie et la compréhension des dommages causés, et mettre en place des stratégies d'adaptation pour gérer les dynamiques familiales à l'avenir. Vous avez entendu aujourd'hui, dans cette journée qui était magnifique, j'ai appris plein de choses d'ailleurs, chaque fois, et on a entendu que le nombre des enfants mineurs qui agressent les mineurs, chiffre officiel, je crois, c'est autour de 40% selon la police. Mais nous, au niveau clinique, parce qu'on sait qu'il y a énormément, et vous aussi, au niveau inceste, quand des organisations comme Face à l'inceste, etc., a fait les enquêtes, on sait que c'est beaucoup, beaucoup plus important des choses non dites, non déclarées, non judiciarisées, pour diverses raisons. Et donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus important. Ça dépasse largement 50%, ça c'est sûr. Donc, ça veut dire que la famille, c'est un lieu où il y a peut-être un des lieux les plus importants et pourtant tabou quand on parle d'agression sexuelle. C'est en train de bouger, mais c'est hyper important pour nous, cliniciens, je pense, d'avoir cette vision et d'avoir cette approche et de faire quelque chose avec les familles. Donc, on met en place, comme je dis, les aides pour les familles. Finalement, je pense qu'on voudrait prévenir les récidives. La thérapie qu'on propose peut aider les auteurs de reconnaître les facteurs de risque, les déclencheurs. Qu'est-ce que c'est la situation qui a déclenché l'agression? À développer aussi le mécanisme d'adaptation plus sain et s'engager dans un changement comportemental à long terme. Cela fonctionne souvent en complément d'une thérapie individuelle aussi, hein, attention. Et dans certains cas, d'un encadrement légal, hein, la judiciarisation hein, demandée par un juge, etc. La sécurité, donc, avant tout, c'est le plus important. Hein, le bien-être et la sécurité des victimes, j'insiste, et les autres membres vulnérables dans les familles, les enfants, sont prioritaires pour nous. La participation volontaire, les membres de la famille en particulier, les victimes doivent accepter de participer volontairement et se sentir en sécurité pour le faire. Le professionnel qualifié, seuls les thérapeutes formés à travailler avec ces traumatismes, les agressions, les dynamiques familiales systémiques, doivent diriger, je pense, ces séances. Il y a beaucoup de potentiels pièges quand on prend beaucoup de gens ensemble dans ces situations-là. En conclusion, je pense que la thérapie familiale puisse faire partie du processus de réhabilitation des auteurs d'agressions sexuelles. Elle est plus efficace lorsqu'elle est combinée avec d'autres interventions, telles que la thérapie individuelle, ça c'est clair, et la responsabilisation légale et le soutien de la communauté. La communauté, c'est nous, c'est notre société qu'on y regarde. Et je pense que c'est un élément qu'il faut qu'on développe. Je vais arrêter là, c'était très bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et d'autres collègues, mais je pense que je vais vous donner une petite photo, un petit flash de le travail qu'on fait ici aussi avec les familles. Merci beaucoup. On passe comme ça juste. C'est bon ? Bonjour. Merci aux collègues du CRIAFS pour cette invitation. Figure imposée et titre imposé aussi. En termes de consentement, on aura vu mieux. Je suis censé intervenir sur comment un système peut faire de la prévention de points à l'église. J'aurais préféré appeler ça « Comment un CRIAFS peut éventuellement aider un système à faire de la prévention ». Voilà, c'est l'objectif de ce court témoignage auquel j'associe mes collègues Chloé Laval et Johanna Rousset du CRIAFS de Lyon. Voilà, moi, mon objectif sur ce court temps, c'est de vous raconter une histoire. Comment est-ce que nous, équipe du CRIAFS de Lyon, on a tenté de rencontrer le diocèse de Lyon
pour essayer d'avancer sur cette question de la prévention des violences sexuelles dans ce système. Je viens du coup du CRIAFS Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de Lyon. Vous connaissez les CRIAFS, on a plusieurs missions et ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'on a essayé de relever un petit peu, ou en tout cas d'investir un peu plus le champ de la prévention. Et c'est à cet endroit-là qu'on a tenté d'entrer en contact avec des grandes institutions. Alors il y a l'Église, mais pas que. On a travaillé avec Jeunesse et Sport, dont mon collègue parlera dans quelques instants, avec l'Éducation nationale aussi, dont on a quelques représentants ici. Et c'est vraiment dans cette idée-là qu'on a souhaité travailler, essayer de travailler en tout cas avec l'institution catholique. Pour rappel, j'ai essayé de faire un petit focus en entonnoir. L'Église catholique, c'est une institution particulièrement concernée par les violences sexuelles au niveau mondial. Je vous ai mis 3 petits focus. Un point sur des religieuses abusées en Afrique. La relation asymétrique avec le prêtre maintient une forme de dépendance. Autre continent, même problématique au Chili. Les autorités jésuites révèlent les violences sexuelles commises par un prêtre admiré. Et je vous ai mis, pour ceux qui connaissent le film Spotlight, qui raconte une enquête journalistique autour d'abus sexuels au sein de l'Église catholique américaine. Vous voyez peut-être déjà dans ces 3 petits exemples-là, il y en a plein d'autres que j'aurais pu choisir, déjà des pistes qui nous parlent du fonctionnement institutionnel. Vous voyez que sur le premier exemple que je prends, on parle de la relation asymétrique, une relation de domination, une relation d'emprise, pourquoi pas, de dépendance, il est nommé. Ensuite, dans l'exemple chilien, la question de l'admiration du personnage religieux, qui peut aussi être une piste institutionnelle à travailler. Et enfin, dans l'enquête journalistique, il y a la question du système et du secret encouragé, ou en tout cas maintenu par l'institution. Alors là, on est sur l'aspect international. Si on fait un focus un peu plus réduit, je vais vous parler de la France. En France, il y a eu un rapport dont vous avez certainement entendu parler, qui est le rapport Sauvé, le rapport de la CIAZ, pour Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui en 2021 fait un peu de bruit. J'imagine que vous en avez entendu parler. Il fait un peu de bruit parce qu'il vient nous dire qu'entre 1950 et 2020, il y a plus de 330 000 victimes au sein de l'institution catholique, dans le clergé et dans certaines associations catholiques. Ce rapport, alors, il libère la parole, je ne suis pas sûr, je pense qu'il libère l'écoute. Les victimes de violences sexuelles parlent et ont parlé depuis quelques temps, mais on a l'impression qu'en tout cas, ce rapport de la CIAZ, il est venu libérer quelque chose du côté du grand public. Alors, j'ai mis l'image d'une émission grand public, on va dire, qui a fait un focus sur ce rapport-là pour nous montrer combien est-ce que cette problématique qui est difficile à entendre, elle est venue sur l'espace public assez rapidement. Pour rappel, le rapport de la CIAZ, la constitution de la commission de la CIAZ, il a précédé la Civiz. On a beaucoup entendu parler de la Civiz, mais les membres fondateurs de la Civiz rappellent régulièrement qu'ils se sont eux-mêmes inspirés sur la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Cette problématique s'impose du coup dans le débat public et il y a une recommandation, la recommandation 17, qui nous a particulièrement plu, nous, puisqu'elle invite les institutions de l'Église catholique à se rapprocher, je crois que le terme est un peu comme ça, à prendre contact avec les CRIAFS. Alors, une aubaine pour nous, on a du coup, en tant que jeune équipe au CRIAFS Auvergne-Rhône-Alpes, pris attache avec les vieux CRIAFS, dont vous avez certains membres ici, je pense au CRIAFS LR, je pense au CRIAFS Île-de-France aussi, qui avaient déjà sur leur territoire pris attache avec le diocèse de l'Église catholique. C'est un peu comme ça que nous, on est arrivés. Et puis, on continue le focus, l'entonnoir, et on arrive du coup sur le territoire lyonnais. Diocèse de Lyon, un système particulièrement affecté. Vous en avez peut-être entendu parler, une affaire assez importante qui a défrayé la chronique avec le père Prénat, qui était responsable d'un groupe scout un peu marginal, mais reconnu malgré tout par l'institution catholique, et qui a fait des centaines de victimes de violences sexuelles. Un film
magistral, il l'est, je vous le recommande, qui s'appelle Grâce à Dieu. Une association qui s'est montée de victimes du père Prénat, qui s'est appelée La Parole Libérée, et qui a rendu ce livre blanc, là aussi, j'ai trouvé assez intéressant à cette époque. Tout ça pour dire que le diocèse de Lyon, il a pris aussi tout ça un peu dans la figure, si vous me permettez l'expression. Et puis, c'est pas tout à fait fini. Vous avez suivi récemment l'affaire de l'abbé Pierre à Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a le mur des Lyonnais, la fresque des Lyonnais, qui a été taguée très récemment et où le diocèse de Lyon est régulièrement appelé en tout cas à se positionner sur cette histoire. Voilà, vous avez un peu le focus, le contexte dans lequel on a tenté de prendre contact avec le diocèse. Parce que c'est vraiment au départ une histoire. Alors, notre collègue avocate n'est pas là, mais je réfléchissais en préparant cette intervention en me disant, est-ce qu'on a été dans la très grande motivation? Est-ce qu'on a été dans l'acharnement? Ou est-ce qu'on a été dans le harcèlement? Mais il y a en tout cas quelque chose un peu de ce type-là. Quand on a essayé de prendre attache avec le diocèse de Lyon, on a envoyé plusieurs mails en disant qui nous étions, ce qu'on pouvait éventuellement faire, et puis on n'a pas eu beaucoup de réponses, au début en tout cas. Et puis un jour, un mail a touché quelqu'un au sein du diocèse et on nous a proposé de rencontrer la cellule d'écoute victime du diocèse de Lyon. Intéressant pour comprendre là où est-ce qu'ils en étaient, ce qu'ils avaient mis en place, mais ce n'était pas vraiment notre objectif principal. On a écouté, on a discuté, c'était malgré tout très intéressant pour comprendre là où l'institution diocèse en était à ce moment-là. Et puis cette commission, enfin cette cellule victime nous a dit on a des gens à vous présenter, on nous a mis en lien avec la cellule communication du diocèse de Lyon. Ah, caramba, encore raté, c'était pas tout à fait eux qu'on voulait rencontrer, mais c'était aussi intéressant, en particulier pour voir que le diocèse de Lyon, suite à toute l'affaire Prénat et Barbarin, avait mis des moyens financiers et puis des moyens de communication pour mettre en place un site que vous avez ici qui s'appelle Prévention Abus Église, avec tout un tas de capsules vidéo assez intéressantes sur pédophilie, pédocriminalité, abus sexuels et un lien très grand, très fort en gras avec le numéro de téléphone du tribunal de justice de Lyon. Donc, voilà, il y avait des choses intéressantes, mais ce n'était pas encore tout à fait ce qu'on souhaitait. Et puis, au bout de plusieurs rencontres, on a fini par être reçus au sein du diocèse par deux responsables hiérarchiques avec qui nous sommes encore en travail et qui semblaient être, pour nous, psychologues du CRIAFS, la cible à toucher, si vous me permettez l'expression. Comment est-ce que ça s'est fait? Du coup, petit hommage à Antoine de Saint-Exupéry, qui est un auteur lyonnais, pour ceux qui l'ignorent. On a passé pas mal de temps à s'apprivoiser. Eux, avec nous, qu'est-ce que c'est que le CRIAFS? Qu'est-ce que c'est que ces psychologues qui s'intéressent aux violences sexuelles, pas encore, mais aux auteurs de violences sexuelles? Et puis, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans notre institution? Qu'est-ce qu'ils viennent remuer? Il y a aussi un peu de ça dans notre institution. Donc, il nous a fallu du temps pour présenter qui nous étions et quelles étaient nos ambitions non belliqueuses, promis. Et puis, il nous a aussi fallu, nous, du temps pour comprendre à qui on avait affaire. Je parle d'acculturation, il y avait vraiment quelque chose de mieux comprendre quel était ce système-là, où en étaient aussi les religieux, les prêtres, le diocèse, l'institution, vous avez vu, international, national ou local. J'ai mis ce petit dessin humoristique, mais parce qu'assez rapidement, on a perçu qu'il y avait une espèce de mouvement assez paradoxal pour nos interlocuteurs, entre la volonté de faire changer les choses, donc ça c'était plutôt pas mal pour nous, on sentait qu'on avait des choses à travailler ensemble, mais aussi la volonté de passer à autre chose, comme si c'est bon, on avait mis le focus sur les violences sexuelles au sein de l'institution et maintenant il fallait autre chose. On nous a confié, partagé une situation qui était intéressante du côté de la stigmatisation. Un certain prêtre du diocèse de Lyon disait qu'ils ne souhaitaient plus mettre leur col blanc dans le métro de peur d'être insultés ou stigmatisés. Ce qui est quand même à entendre quand on veut travailler avec un système, une institution, on ne peut pas arriver avec ses gros sabots, sa sulfateuse en disant c'est comme ça, comme ça, comme ça. Le terrain, l'institution qu'on rencontrait, il en était là. À cet endroit-là, là aussi, je vous distille quelques ressources, mais le livre de Pascal Windsor est assez intéressant, il est très court, très, très clair, et il invite à passer dans une dynamique de scandale, de la révélation, du choc à de la réforme. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Un dispositif, on se rencontre à peu près une fois tous les 2 mois, toujours les mêmes interlocuteurs qui semblent être ceux qui sont les plus motivés et puis ceux qui semblent avoir aussi un peu de poids
pour peut-être faire bouger un peu le système. Alors, on se voit régulièrement, et puis on a eu l'impression avec ma collègue que ça y est, on était réellement accepté dans le travail partenarial le jour où on a été reçu avec des chocolats de Pâques. On s'est dit que symboliquement, il y avait peut-être quelque chose, mais en tout cas, voilà, ça semblait matcher. Nos temps de rencontre, ils sont toujours maintenant organisés en 2 temps. Un premier temps qu'on appelle un peu actualité, qui là encore participe à cette espèce d'acculturation mutuelle. On va nous donner des infos, partager des ressources, des articles, des manifestations. Je remercie à cet endroit-là notre collègue secrétaire documentaliste Laure Vivier qui nous abreuve et nous on partage toutes ces infos avec notre interlocuteur du diocèse. Mais il y a vraiment cette idée de... Ils ont plein de choses à gérer comme dans toutes les institutions et c'est pas toujours la question des violences sexuelles qui occupe leur priorité du quotidien et de l'agenda. Et peut-être que c'est aussi à nous de faire ces espèces de rappels réguliers sur tiens, il y a telle conférence, tiens, il y a tel article, tiens, il y a tel podcast qui est sorti et peut-être qu'il pourrait vous intéresser. Et puis dans l'autre sens, c'est aussi important pour nous de prendre la température de là où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont à gérer. Alors on apprend plein de choses sur le rythme d'une année liturgique, sur les périodes intenses, les périodes un peu plus tranquilles, sur les difficultés de territoire. Nous, on voit l'Église catholique comme étant une grosse et même institution. En fait, non, c'est pas tout à fait pareil en plein cœur de Lyon que dans un département limitrophe. Où le curé n'aura pas du tout la même place ou le même soutien qu'ailleurs. Donc ça nous permet aussi de connaître un peu tout ça. Et puis, bien entendu, on a aussi vent des situations, alors celles qui sont médiatiques, on en a souvent déjà entendu parler, mais aussi de celles qui les animent sans qu'elles aient fait la une des journaux. Ça, c'est pour le premier temps. Et le deuxième temps, c'est un temps qu'on appelle, nous, recours clinique, alors c'est un temps où on a du mal à canaliser, à borner dans le temps. On dépasse souvent l'heure qu'on avait prévue parce que je crois qu'il y a un réel besoin, en tout cas on l'a identifié avec eux, de soutien et d'aide à la compréhension de ces situations. Pendant longtemps, l'institution Église catholique, mais c'est important, on le fait beaucoup avec eux, de ne pas trop les stigmatiser. Là, on a le focus parce que c'est une institution avec laquelle on a réussi à rentrer en contact, mais l'ensemble des religions ont à gérer leurs affaires de violence sexuelle, et c'est même souvent, M. Cos vous le dira tout à l'heure, que pour déstigmatiser, quand on travaille avec l'institution Église catholique, on parle de l'institution Jeunesse et Sport, et quand on parle à Jeunesse et Sport, on leur dit qu'il y a aussi des soucis à l'éducation nationale. Enfin, voilà, ça permet aussi de ne pas mettre un focus énorme, même s'il y a des spécificités propres à chaque institution. Mais autour de ce temps de recours clinique, on se pose pas mal de questions, et des questions qui sont compliquées. Je vous laisse imaginer, les 2 psychologues que nous sommes, questionner, interroger avec des prêtres la question du fantasme, la question de la vie affective, de la vie sexuelle. C'est pas rien non plus, et je crois que c'est aussi preuve qu'à un moment donné, il y a suffisamment bonne confiance entre nous. Mais voilà, vous avez des questions un peu générales qu'on a eu à se poser. Comment est-ce qu'on donne les coordonnées du numéro stop? Vous en avez entendu parler tout à l'heure. Quels sont les signaux qu'on peut repérer chez un prêtre qui pourrait être un peu border? Quelle est la différence entre les fantasmes et les passages à l'acte? Comment est-ce qu'on recommande un thérapeute? Pas une question évidente. Alors, nous qui sommes psy, on a un peu l'habitude, mais dans cette institution, c'est pas forcément quelque chose... Ils savent conseiller un conseiller spirituel, c'est leur job, mais la question du suivi psychologique, c'est pas forcément toujours très, très clair. Pareil, on a, nous, appris beaucoup de choses du côté de la solitude affective chez les membres du clergé, les problématiques d'alcool, d'orientation sexuelle. C'est des choses qui sont aussi intéressantes à re-questionner avec eux. L'objectif de ce temps, du recours clinique, pour nous en tout cas, c'est d'essayer de construire un langage commun et de proposer un regard tiers, décalé et hors du système. C'est certainement ce qui a fait frein au début. Souvenez-vous des mails un peu sans réponse. On était extérieurs, mais je crois que c'est aussi la richesse aujourd'hui de notre intervention à leur côté, c'est qu'on amène autre chose. On n'est pas de la famille, on n'est pas du sérail, on n'est pas de cette institution. Alors, on est très satisfait de tout ce qu'on a mis en place sur ces derniers mois, mais on se dit qu'il y a encore pas mal de choses. On essaye d'être encore un peu ambitieux. On est content du constat qu'en effet, nos échanges sont plus libres, plus authentiques, plus en confiance, et combien on voit poindre certains réflexes prévention.
en particulier sur le dispositif stop. C'est plus nous maintenant qui disons « Ah tiens, et là, est-ce que pour cette situation, vous avez pensé au dispositif stop ?» Donc ça, on est plutôt satisfait. On se rend compte aussi qu'on tourne moins autour du pot. Là aussi, si vous me permettez l'expression, on parle d'attirance pédophile, si c'est de ça dont il s'agit. C'est des choses qui ne sont pas évidentes à aborder avec des partenaires institutionnels. Mais on a encore plein d'idées. Dans les idées, il y en a quelques-unes qui germent et que je vous partage. On aimerait profiter du fait qu'on a une juriste au sein de notre équipe pour peut-être rencontrer le tribunal canonique. Vous savez, c'est une organisation judiciaire propre à cette institution. Alors, on ne va pas fermer le tribunal canonique, ce n'est pas du tout notre objectif, mais peut-être discuter, échanger pour voir quelles sont les limites, les différences et les règles internes qu'on pourrait peut-être interroger si on imagine qu'elles sont propices, ou en tout cas qu'elles ne protègent pas, qu'elles ne préviennent pas la survenue de violences sexuelles. Il y a un gros axe sur lequel on aimerait s'investir, là, c'est sur la diffusion du numéro stop. Alors, on rêve peut-être qu'un jour, sur la newsletter du diocèse de Lyon adressée aux différents prêtres, il puisse y avoir le dispositif stop. À titre informatif, encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser. Tous les prêtres n'ont pas de fantasme pédophile, on en est bien d'accord. Mais par contre, il peut y avoir éventuellement, comme l'expliquait mon collègue Pascal tout à l'heure, des personnes dans cette population-là qui sont aux prises avec des fantasmes pédophiles envahissants. Et ça pourrait être pas mal qu'il puisse être mis en contact avec le dispositif stop. Enfin, une dernière piste, c'est questionner les habitudes du système. Ça, c'est vraiment la définition pour nous de la prévention quaternaire ou systémique. Et pourquoi pas imaginer des aménagements. On aborde très souvent la question de la formation avec nos interlocuteurs au diocèse. Quid de la formation à la vie affective, à la vie sexuelle, à la vie sociale pour les prêtres qui, d'un point de vue, dans nos représentations en tout cas, sont souvent vus comme étant des personnages assez publics. La réalité, quand on investigue un petit peu, c'est que ce sont des professionnels qui sont souvent très seuls dans leur quotidien et dans leur vie affective. Voilà en tout cas ce qu'on souhaiterait peut-être continuer à penser. Pour aller un peu plus loin, et puis avant que les personnes intéressées en tout cas nous bombardent de mails pour en savoir plus, ou saturent la ligne téléphonique du CRIAFS de Lyon ou nos comptes LinkedIn professionnels, on s'est dit qu'on pouvait peut-être vous partager 2-3 choses à potasser. Vous avez ici un cours proposé par l'Université Saint-Paul au Canada. Je ne suis pas sûr que vous puissiez tous vous y inscrire. Il n'empêche que c'est important de se dire que cette université catholique propose un cours autour de la vulnérabilité dans l'institution catholique. Je trouve que ça parle aussi. Vous avez en bas des livres qui s'appuient beaucoup sur les témoignages de victimes. C'est souvent cet aspect-là qui a pris la place avant de faire bouger les choses. Vous avez aussi des ouvrages qui sont très intéressants de personnes pour le coup, de l'institution catholique. Je vous renvoie à Marie Jotil, Véronique Margon et Stéphane Joulin qui connaissent l'institution de l'intérieur et qui, du coup, ont un regard assez intéressant sur les fonctionnements, dysfonctionnements. Je vous invite aussi à lire le livre « L'Église déchirée » dont certains collègues ici présents ont pu participer. Et enfin, parce que j'aime beaucoup le format podcast, je vous conseille fortement l'écoute du podcast Silence on crie, qui est un podcast RCF, qui vient décrypter là aussi de l'intérieur la question des violences sexuelles dans l'Église. Il ne me reste plus du coup qu'à remercier en particulier, en premier lieu, nos partenaires du diocèse de Lyon pour leur confiance et le travail qu'on tente de faire ensemble. Merci à mes collègues dont j'ai parlé tout à l'heure pour leur soutien et puis merci à vous tous pour votre attention aujourd'hui. Ok, bien. Ouais, ça passe. Impeccable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais remercier avant tout les organisateurs de m'avoir convié à cette table ronde. Je voulais aussi remercier Ève de m'avoir fait passer en dernier, ce qui m'a permis de préparer mon intervention, parce que je n'avais rien préparé. Et oui, c'est stratégique, et de pouvoir peut-être rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues précédemment. Alors, je ne ferai pas comme eux. Premièrement, je vais rester assis. Ça ne vous dérange pas. Et deuxièmement, je n'ai pas de diaporama. Alors, on ne m'a pas proposé de faire de diaporama. Si on m'avait proposé de faire un diaporama, je pense que je n'aurais pas consenti à faire un diaporama. Donc, au final, ça revient à la même chose. Alors, avant de démarrer, je vais faire un petit stop, Ève.
Je vous appelle Ève, hein, comme Mathieu hein, dans la vidéo. Hein. Alors, à l'inverse de Mathieu, je ne suis absolument pas sexiste. Voilà, c'est ça la différence. J'ai quelques inquiétudes. Alors, j'ai écouté avec attention l'intervention de Pascal, donc j'ai oublié le nom, mais il ne m'en voudra pas, il est peut-être encore dans la salle. Nous sommes à peu près 200. Vous êtes à peu près 200, je ne m'inclus pas dedans, vous comprendrez pour quelle raison. Alors, 20% de 200, ça fait 40. Bon, c'est un peu comme dans les enseignants qui sont devant une classe d'école élémentaire. On sait qu'il y a 2-3 personnes qui ont subi, ou élèves, malheureusement, qui ont subi des actes incestueux. Donc, il y a 40 pédophiles dans la salle. Les portes sont... On peut ouvrir quand même. Ouais. Et il y en a 10 qui en souffrent certainement. Donc, je vous conseille d'appeler Stop ce soir si vous voulez. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure c'est ouvert. Ou d'appeler votre CRIAFS de votre région. Et les urgences psychiatriques. Alors, je pense que c'est plus rapide d'avoir un intervenant à Stop que... Bon, je te ferai... Je ne sais pas, on ne sait jamais, des représentants du CHU. Je ne voudrais pas qu'il y ait avoir de problème. Voilà, donc c'est ma première inquiétude. Alors, on pourrait y associer les gens qui sont sur l'estrade, on ne sait jamais. On peut en faire partie. Voilà, oui. Mais bien joué, mais ce que je voulais dire. Mais comme il y a une population très très féminine, mes chiffres sont faux. Voilà. Bon, je retombe sur mes pieds, je n'aurai pas de problème à la sortie. Alors, j'ai un autre problème aussi. Alors, ce n'est pas une inquiétude, c'est un problème, Ève. C'est qu'on n'a pas la même définition de la prévention quaternaire. Alors, prévention quaternaire, c'est un petit peu structurel, sur l'intervention sur les systèmes. Ouais, tu as défini ce qui était une approche systémique, ou du moins la notion de système. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai vu sur votre page 4, parce que j'ai un œil à gauche et à droite, que nous partions de la même prévention quaternaire qui vient des soignants de médecine, hein, de Jamoul, etc., 1986, et j'en passe. Et je vais croiser les deux, en fait. Hein, je vais retomber sur mes pieds, vous serez contente, Ève. Alors, je vais vous faire part un petit peu... oui, Ève, je crois que Mathieu a dit 30 fois Ève. Il faut que je batte sur le corps, hein, c'est ça? Je vais essayer. Vous comptez en plus. Non, mais je vais y aller parce que c'est une table ronde, il faut qu'il y ait des questions et puis des interactions aussi. D'ailleurs, la prévention quaternaire, comment je la visualise, c'est plutôt la notion de passer à la relation entre le préventologue, si on peut l'appeler comme ça, l'intervenant ou les intervenants, et puis les bénéficiaires, qui peuvent être, dans mon cas, des sportifs et des sportives, mais pas que, ça peut être des entraîneurs, ça peut être des cadres techniques de l'État, ça peut être des élus d'associations sportives ou de fédérations. Et surtout, moi, je verrais la chose, surtout la prévention, surtout d'abord ne pas nuire. Et ça, c'est un point important, parce que alors, je fais de la prévention depuis 2000 à peu près sur différents sujets dans le domaine du sport. Alors, j'ai démarré sur le dopage, j'y suis encore. Mais très très vite, on y a inclus les violences sexuelles, sexistes et homophobes depuis 2003, donc ça remonte déjà un petit moment. Et je pense que c'était un point important. Et vous allez voir, je vais vous donner des pistes, ou du moins des pistes qu'on pourrait donner aux fédérations. Alors, je ne vais pas parler des systèmes étatiques, puisque j'en fais partie, hein, une direction régionale académique, d'une direction de région académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Bon, bref, je suis à la direction régionale jeunesse et sport, pour faire simple, Occitanie. Et en faisant de la prévention depuis très très longtemps, je vais vous faire part un petit peu des pistes qu'on pourrait donner, qui ne sont pas toujours suivies encore, malheureusement, par les fédérations sportives. Donc j'irai plutôt sur le système des fédérations, où sont affiliés, bien sûr, les sportifs et les sportives. Mais attention, la notion de violence dans le domaine du sport ne se limite pas sur la notion d'une violence sous emprise entre un entraîneur, un éducateur sportif, qui soit rémunéré ou bénévole, et un sportif ou une sportive. Ça peut l'être, et la plupart du temps, comme l'a démontré la seule étude française qui est celle de Greg Descamps, en 2007-2008, donc elle remonte, entre pairs, on va dire, entre sportifs et sportives, dans le cas de bizutage ou dans d'autres situations. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de problématiques dans le domaine du sport, mais c'est souvent avec des auteurs adultes qui ont cette position de pouvoir et peut-être d'emprise aussi. Mais voilà, vous imaginez, les violences, elles sont très très larges. C'est un peu différent de la famille qu'on a vu, c'est différent aussi. Donc on a certaines spécificités, particularités dans le domaine du sport dont il faut bien sûr tenir compte. Alors quelles sont quelques pistes Voilà. Alors
le CRIAF, c'est quand même les auteurs, les intervenants auprès des auteurs. Alors moi, le premier, hein, en 2003, c'est vrai qu'on intervient toujours auprès... Alors, j'ai plus le dossier, donc je n'interviens plus sur les violences sexuelles, sexistes et homophobes, mais sur les sportifs en filière de haut niveau, que ce soit des pôles France ou des pôles Krebs, en général dans des Krebs, bon, Montpellier et Toulouse concernant l'Occitanie et Font-Romeu. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, 2003, oui. On se limitait surtout aux sportifs et aux sportives. On oubliait les éducateurs, mais c'est venu assez rapidement. Mais les auteurs, c'est assez récent. Et comme on est quand même avec le CRIAF, c'est votre spécialité, c'est d'intervenir auprès des auteurs, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Alors, il y a des trucs, hein, il y a des choses qui se font au niveau des fédérations. Je pense à la Fédération française de tennis, qui depuis peu aide financièrement des consultations en psychologie auprès des victimes. Alors là, ça c'est les victimes, hein. Je pars sur les victimes, auprès des victimes. Les auteurs, il y a vraiment un travail à faire. Alors, comment déployer le numéro stop, un peu comme à l'église, auprès des auteurs Alors, moi, je ne m'occupe pas du tout d'auteurs. Il y a le service départemental qui est présent ici et qui, à travers les enquêtes, ont la relation avec les auteurs. Peut-être qu'ils pourront s'exprimer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une possibilité, après une enquête, de diffuser la notion de stop? Est-ce qu'en prévention, puisqu'on a bien vu qu'il y avait de la prévention primaire aussi avant de passer à l'acte ou en cas de souffrance, est-ce qu'on peut faire passer ce numéro stop au même titre qu'on va faire passer des flyers pour dire on peut être victime d'emprise, de violence? Quels sont les différents types de violences? Elles sont très très nombreuses. Et parfois, puisqu'on a souvent affaire à des mineurs, en ce qui concerne les sportifs et les sportives, on a du mal à savoir ce que c'est un harcèlement, qu'est-ce qu'est une agression sexuelle, un délit, un crime qui est un viol, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être tout un travail à faire sur les auteurs. Donc ça, c'est une piste aussi à travailler. Ça, c'est la première des choses. Alors, moi qui suis aujourd'hui essentiellement dans le sport santé, auprès des auteurs, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire en termes d'approche psychocorporelle, pourquoi pas, au même titre que les victimes. Alors vous avez regardé le film Touché, hein, qui a été réalisé par Alexandra Lamy, non loin d'ici, à Anduze, chez elle, qui est sorti il y a quelques temps, mais qui est très très intéressant, où il y a un accueil en escrime. L'association s'appelle ATP Escrime, où ils accueillent par l'escrime, par le fleuret, des femmes victimes. On pourrait en faire de même avec les auteurs, pourquoi pas. Donc ça peut être un travail avec les CRIAFs aussi, d'accueillir par l'activité physique et sportive. Alors, peut-être bien calculé. Alors, il y a quelques études auprès des victimes, hein. Je pense surtout à Fight to Fight, avec Laurence Fischer, qui est une ancienne double championne du monde de karaté, et qui a lancé ça. Alors, c'est très localisé, hein, très très localisé. Je crois que c'est en Lorraine, je ne voudrais pas me tromper. Et Laurence a lancé des études, d'ailleurs avec des CHU, des études pour savoir. Alors ça, c'est à partir du karaté au départ, mais après, elle va sur d'autres arts martiaux. En quoi on arrive à diminuer? Alors, la première étude a montré qu'il y a une diminution de l'anxiété chez les victimes. Et puis, il y a une autre étude qui est en cours à ce moment. Je crois que c'est avec le CHU de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Donc, il y a quand même des pistes pour aller travailler, non pas en prévention uniquement primaire, mais également tertiaire, ce qui est le cas des auteurs, hein, puisqu'ils vont passer à l'acte, ils pourront repasser à l'acte, et puis avec les victimes qui sont en prévention secondaire, ou même prévention tertiaire. Donc voilà quelques pistes qui pourraient être lancées. Chose importante aussi, qui n'a absolument pas compris, le monde fédéral, et je pense même le monde institutionnel, qui est le mien. Je parlais de dopage tout à l'heure, je parlais des violences sexuelles, sexistes, homophobes. Nous, on y a intégré à partir de 2010 les troubles des conduites alimentaires, qui est un problème, comme dans la population générale, qui est un problème chez nous, avec des particularités en termes de point de vue syndromique. Et depuis pas mal de temps, on intervient sur l'ensemble de ce que je vais appeler ces violences. Alors, en termes de recherche des violences dans le sport, il y a 20 ans, les recherches étaient uniquement sur les violences sexuelles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de chercheurs. Bon, il y a une vingtaine de chercheurs, vraiment, qu'on peut nommer dans le monde, sur les 4 continents, que ce soit l'Australie, que ce soit, d'ailleurs, c'est une Française en Australie, que ce soit l'Europe, bien entendu, et l'Amérique du Nord. C'est essentiellement là où on retrouve les chercheurs sur les violences. Et aujourd'hui, on va parler, et le Comité international olympique définit les violences de manière très, très globale. Alors, vous avez les violences interpersonnelles, entre personnes, quelles que soient les personnes. Ça peut être de manière verticale,
un adulte avec un sportif mineur, pourquoi pas. Et puis les violences horizontales entre pairs, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'a montré Greg Descamps dans son étude de 2007-2008. Les violences interpersonnelles, c'est les violences au sens même des maltraitances de l'OMS, c'est-à-dire les violences physiques, sexuelles bien entendu, psychologiques. Alors, physiques et psychologiques, elles sont plus nombreuses que sexuelles dans le monde du sport. Hein. Je fais référence à la superbe étude de Tine Vertomen de la faculté de médecine d'Anvers en Belgique. 4000 sportifs, plus de 18 ans, et avec un retour de ce qu'ils ont subi avant l'âge de 18 ans dans le cadre sportif. Et sur les 4000, il y a un chiffre quand même non négligeable de violences sexuelles. C'est une chose, mais surtout psychologique et surtout physique aussi. Voilà, et d'autant plus dans le sport de haut niveau, d'où notre choix d'aller vers le sport de haut niveau, et vers les sportifs qui présentent un handicap, alors, soit mental, soit psychique, des troubles autistiques, et puis bien sûr le handisport, c'est-à-dire avec un handicap sensoriel et surtout physique. Voilà, donc il va falloir tenir compte des violences interpersonnelles, et puis il y a les violences autodirigées. En ce qui concerne le sport, et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le dopage en fait partie. Roxana Maracianu, d'ailleurs, qui avait lancé la Convention nationale en 2020. La 5e a eu lieu mardi dernier, donc c'est très récent. Parle de dopage comme une violence vis-à-vis de soi-même. Et c'est pas idiot, c'est une bonne approche. Ça ne résume pas l'ensemble des situations de dopage, mais c'est un exemple intéressant. Et puis les troubles de conduite alimentaire aussi, il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'avoir une approche, et je pense que les fédérations devraient faire de même, de ne pas se limiter aux violences sexuelles. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt les violences de manière générale, globale. On va y inclure les violences de supporters, on en parle pas mal à la télé, n'est-ce pas, ou d'autres types de violences, les corruptions, etc., les problèmes de paris sportifs aussi. À Montpellier, on avait quelques problèmes il y a quelques temps, ça remonte un petit moment, c'était vers 2010. Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment, pour le sportif et les sportives, en termes de formation pour les entraîneurs et éducateurs, faire comprendre que dans le système même du sport, il y a tous ces types de violences, qu'on peut être soumis à différents types de violences, soit de manière simultanée, concomitante, soit à des moments différents. Je me rappelle, alors malheureusement, elle avait été... contrôlée positif au dopage, prise d'érythropoïétine d'une cycliste professionnelle française, Marion Sicot, pour ne pas la citer, mais bon, elle est sur Internet, donc il n'y a aucun problème, que j'avais contacté d'ailleurs, et qui s'est mis à l'EPO tout simplement parce qu'elle était cyberharcelée par son entraîneur, par visio, qui lui demandait de se dévêtir de plus en plus, jusqu'au moment où elle a dit « niet », avec moi ça sera « niet », et bien il lui a dit c'est « niet » pour les compétitions de très haut niveau, tu n'iras pas au Tour de France, tu n'iras pas... Et donc, elle a voulu montrer qu'elle était extrêmement performante, et elle a pris des érythropoïétines, malheureusement. Première prise d'érythropoïétine, elle a été contrôlée positive et elle a pris 4 ans par le Conseil d'État et puis voilà, ça n'est pas sorti. Donc c'est pour vous dire quand même, dans le cheminement d'un sportif et une sportive, il peut y avoir plusieurs types de violences qui vont s'associer et il ne faut vraiment pas les dissocier dès le départ. Il ne faut pas vraiment cloisonner. Donc ça c'est notre approche, nous, mais plus ça va, plus je suis persuadé et conforté par les différentes études et recherches que je vous ai évoquées. Et j'ai quasiment terminé. 5e convention mardi, il y a quelqu'un de la Fédération française du judo qui prend la parole. Il dit, ok, on parle beaucoup de violence dans le judo. Tout à fait, c'est vrai. Mais on veut à l'avenir, dans les formations, dans les interventions auprès des sportifs, rajouter plein d'autres domaines. Il parlait d'addiction, il parlait d'autres choses, et il parlait du dopage aussi. On se rejoint tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu innovant, mais ça, c'est quelque chose qui peut-être pas le cas de l'Église, pas le cas de la famille, mais qui est une spécificité du sportif, où toutes les violences peuvent se retrouver et surtout... être associé. Qu'est-ce que j'avais à dire oui, bon, après, juste pour conclure, depuis 2003, il y a eu différentes périodes. Faire de la prévention dans le milieu du sport, c'était très compliqué. Bon, démarrer avec le dopage en 2000, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. En 2024, on était insulté, bon, j'en passe. C'était très compliqué. Olivier Coste, il était contre la compétition sportive, alors que j'étais compétiteur par ailleurs. Voilà, c'était un petit peu la représentation qu'on avait. L'omerta était extrêmement forte, vous pouvez mal imaginer, le tabou aussi. C'est quelque chose qui se délipe, qui disparaît petit à petit. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes, il y a eu Catherine Mouillon-Debec,
avec son bouquin en 97, Lanceuse de marteau. Isabelle de Mongeau, avec qui j'ai travaillé, et puis qui j'ai travaillé dans le groupe de travail qu'elle a réalisé, qu'elle a permis de mettre en place avec le ministère des Sports en 2007-2008, et puis l'affaire Abitbol. Donc à chaque fois des bouquins, à chaque fois des sportifs de haut niveau qui ont permis l'évolution et de passer d'une strate à l'autre. Roxana Maraciano a lancé cette convention, je pense que... Mais au-delà de ça, je pense que si j'ai une critique à faire, on est encore trop sur le signalement. Il en faut, hein. Le signalement, c'est signaler des auteurs, hein, c'est des dangers, on l'a bien dit, hein. C'est comme stop, hein, éviter qu'il y ait des problèmes avec les mineurs. Donc il y a trop de on est trop basé sur les signalements, ce qui est normal pour un service de l'État, on est là sur le contrôle, ce qui est tout à fait normal. Et je pense qu'il y a un vrai travail de représentation à faire avec les fédérations, un langage commun. On parlait de pédophilie tout à l'heure. Un sportif dopé, quelqu'un qu'on doit, dans les réseaux sociaux, on doit le pendre. On doit le pendre, je vous assure. Bon, les réseaux sociaux, vous allez me dire, c'est très, très vif. Moi, j'ai vu des trucs, mais pour beaucoup de monde, c'est un criminel. Et un auteur d'une violence sexuelle ou autre, surtout sexuelle dans le monde sportif, déjà, c'est un pédophile, ce qui n'est pas du tout le cas, vous l'avez bien compris. Hein. Pédophilie ne veut pas dire agression sexuelle et encore moins viol. Donc il y a tout ce travail à faire de langage pour que le système qui est la fédération sportive ne nuise pas à la prévention. Et je retombe sur mes pieds. La prévention quaternaire, c'est d'abord ne pas nuire. Merci.